Bonjour Henri Yambode. Bonjour Carole Lolaye, bonjour à l'équipe technique, bonjour cher ami Moïse et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de la radio Diaspora FM. Voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque jeudi. Le plaisir est partagé quand on sait que bon, on va partager dans le plateau avec une dame de fer, on se prépare en conséquence. Bonjour Moïse. Bonjour Carole Lolaye, bonjour C'est ça commentaire. Henri Yambode, bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, quel sujet aborder premièrement sur ce plateau présidentiel d'avril prochain? Pourquoi les soutiens ne s'affirment que pour Ouaddaï? Et on va essayer d'en parler très rapidement avant d'aborder d'autres sujets sur ce plateau. Alors, par qui nous commençons? Pourquoi les mouvements de soutien ne s'affichent que pour Romuald Ouaddaï? Henri Yambode. D'accord, vous me donnez la main. Je vais essayer de répondre à l'interrogation. C'est vrai que pour l'élection présidentielle d'avril prochain, il y a deux offres politiques. Il y a l'offre politique portée par le duo Ouaddaï Talata et l'offre politique portée par le duo Paul Nkpé et Nwano. Eh bien, quand on dépose donc sur la table ces différentes offres politiques, les citoyens aujourd'hui, puisque la maturité est là et certains aspects et critères pour analyser et pour étudier ces offres-là, arrivent donc à faire la démarcation carrément. Mais au niveau des soutiens, puisque la question aujourd'hui, la question du journal, c'est pourquoi les soutiens les gens ont plus de préférence vers le duo Ouaddaï Talata. Mais quand on observe un peu dans l'arène politique aujourd'hui, et quand on observe également les deux duos, on est en mesure de dire quel est le duo qui est le favori aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que les uns les autres, que ce soit les mouvements politiques, les appels à voter ou les partis politiques, en plus, on préfère, je dirais, préfère le duo Ouaddaï Talata. Il y a également que les politiciens ont fait, quand un régime est en fin de mandat, on cherche à se repositionner. Et donc, ce soutien-là peut être perçu de cette manière-là, parce qu'on veut se repositionner. On peut déjà lancer, des appels pour montrer qu'on est avec le candidat pour se repositionner dès qu'il va prendre le pouvoir. Et c'est pourquoi il parlait donc de favoris. L'autre chose, c'est que pour montrer qu'on est fidèle au système en place, puisqu'on fait partie du système, pour montrer qu'on est fidèle au système, on peut aussi annoncer bien évidemment son soutien pour rester en phase avec peut-être, je dirais, sa conscience politique ou bien sa conviction politique. D'accord? Il y a ce deuxième aspect-là. Et troisième aspect, je l'ai évoqué en filigrane en disant que dans le lot des duos, on a constaté que Ouaddaï et Talata, le duo Ouaddaï Talata, c'est le duo favori. Et donc, on tend vers ce duo-là. Et ça, la conséquence, c'est qu'on veut se repositionner, ou soit on veut montrer qu'on est fidèle au système. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a lu quelque part en fin de journée hier que Fred Koueno a annoncé son soutien à Paul Nkpé. Donc, ce n'est pas que Paul Nkpé n'a pas totalement de soutien. Il a de soutien. Et il y a, quand on parle de Fred Koueno, qui a été conseiller, qui est resté au moins au niveau donc, du système de la rupture, après, qui a décidé donc d'être candidat et qui n'a pas été, le choix n'a pas été porté sur lui, et qui apporte son soutien aujourd'hui à Paul Nkpé, donc estimant forcément que Paul Nkpé a quelque chose à vendre comme
sur le marché politique béninois. Et donc, ce soutien-là aussi, on peut le considérer. Seulement que Paul Okpei n'est pas naïf, il est bien habile et donc il sait avec qui fait. Et donc, ces soutiens-là se justifient, pour me résumer, ces soutiens-là se justifient. Soit on considère que on considère que le duo Wada Talata est le duo favori, soit on veut montrer sa fidélité au pouvoir parce qu'on fait partie du pouvoir, soit on veut se repositionner parce qu'on est déjà à la fin d'un système et le système qui va s'installer, il faut déjà commencer par travailler autour de ça. Et quand vous voyez un peu les mouvements qui sont ici, là, vous allez voir que très souvent, ce n'est pas des hommes politiques qui sont dans le système parce qu'eux autres, ils ont déjà montré leur soutien. Mais c'est des gens qui veulent se repositionner véritablement, qui veulent aller donc au devant de la scène, qui ont une ambition, peut-être qui ont été flouées par les dirigeants de l'information politique, mais qui veulent se repositionner, ou bien qui sont dans les administrations et qui pensent qu'il faut annoncer leur soutien pour ne pas perdre leur poste. Il y a ce lot également, donc vous va compléter Donc, alors, c'est ça, on appelle une passe décisive. Alors, Moïse, pourquoi les acteurs politiques choisissent aujourd'hui de se rallier très tôt au candidat Romuald Wardani? Oui, mais en fait, c'est quand même assez très clair. Henri Ambodé le disait si bien tout à l'heure, c'est que pour ce genre de confrontation, surtout que ces deux acteurs seulement, on les connaît déjà, qui sont en lice, bon, ces deux duos qui sont bien sûr en train de vouloir challenger, on connaît le favori. Et donc, c'est beaucoup plus par opportunisme que on a les déclarations de soutien tous azimuts, comme cela est en train d'apparaître actuellement, et les uns et les autres voyant déjà Wardani favori pour succéder à Patrice Talon. Et il ne faut pas l'oublier, Wardani, ça fait 10 ans dans le gouvernement du président Patrice Talon, donc il a fait tout le mandat avec Patrice Talon. Et Wardani, c'est deux grandes formations politiques qui ont déclaré leur soutien à sa personne, ou bien qui portent sa candidature pour ce qu'on a cru lire ou entendre, c'est-à-dire l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Ce sont ces deux grandes formations d'ailleurs, grandes formations politiques d'ailleurs, qui sont arrivées jusqu'ici à emporter tout ce qu'il y a comme mandat électif, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des communes, au niveau des municipalités, etc. Et donc, en réalité, on peut dire que Wardani se suffit déjà à lui-même avec ces soutiens-là. Le duo Nkpei et je pense que Nwanou, voilà, le duo Nkpei-Nwanou de la force Corée pour un Bénin émergent a eu le temps de tester son dispositif, son appareil, et on s'est rendu compte en réalité que pour l'instant, pour ce qu'ils ont pu montrer, évidemment, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir véritablement challenger et l'emporter face à Wardani. C'est pas pour dire qu'ils sont morts d'emblée. C'est vrai que sur ce plateau, quand le débat est arrivé, quelquefois, on a eu toujours deux tendances. Pour ceux qui pensent que c'est déjà complètement fini, et ils ont raison, les arguments foisonnent pour pouvoir soutenir cela. Et il y a également ceux qui tentent de tempérer un tout petit peu. Donc je suis de ce deuxième groupe, je tempère un peu pour supposer que peut-être, on ne sait jamais. Et moi, je ne veux pas surtout accuser les opportunistes. Et je ne veux pas accuser ceux qui déclarent leur soutien. Ils tentent de se repositionner, ils tentent de survivre pour certains. Et donc, ils ont raison de se comporter comme ils le font. J'accuse surtout l'opposition politique dans son ensemble, avant même d'aller accuser le duo Nkpei et Nwanou. Vous savez, l'incapacité de l'opposition politique à s'organiser, à s'entendre, en train de faire le lit, dresse le rouleau, en fait, le tapis rouge presque, à tout ce qui s'apparente à la mouvance présidentielle et à la personne de Patrice Talon. Parce que vous imaginez à quelques semaines, bon, on va dire mois, mais il n'y a que le mois de mars en réalité qui soit encore au milieu du mois, pour qu'on puisse arriver au mois d'avril, là où l'élection va se tenir. Vous imaginez à quelques mois les partis de l'opposition, les partis qui se réclament de l'opposition, ils ne sont pas en train de
bien sûr, réussir à dépasser, et c'est ça le vrai drame de cette opposition politique sous Patrice Talon. Ils ne sont pas capables en réalité de trouver les moyens de mettre les intérêts de leur formation politique, les intérêts de leur posture politique au-dessus de leur personne, au-dessus de leur ego. Il n'y a personne parmi eux qui soit le fédérateur, qui soit capable en réalité de les mobiliser, de les rassembler. Et ça a été une très bonne chose de constater qu'on leur a reproché cela ici, que Paul Houmpé tente de bouger les lignes à sa façon. Parce qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus béninois que Paul Houmpé. Et il n'y a pas plus opposant que Paul Houmpé, que l'on le veuille ou non. S'il dit qu'il est opposant, c'est qu'il est opposant. Les gens n'ont pas à vouloir qu'il dise forcément quelque chose d'autre en dehors de ce que lui-même il est en train de soutenir. Et quand il commence par se réclamer de l'opposition et que l'opposition politique est fragilisée, comme c'est le cas aujourd'hui, un bon stratège, un bon, bien sûr, acteur politique, si l'intérêt c'est véritablement le Bénin, ont réussi en réalité à fédérer les énergies autour de la personne de Paul Houmpé, ou tout au moins autour de celui qui a encore la possibilité de sauver la face. Je pense que si quelque chose de ce genre-là s'observait, il serait peut-être possible d'aller bousculer un tout petit peu Patrice Talon. Sinon là, ça devient trop facile. Vous n'êtes pas en train d'observer avec moi que ça devient trop facile. C'est comme si ça roule aisément pour la mouvance. Alors qu'en réalité, c'est l'incapacité des acteurs. Et Patrice Talon leur a donné une leçon. C'est pas seulement une, plusieurs leçons de stratégie, d'humilité et de dépassement de soi que personne parmi eux ne semble voir. Les gens les gens se comportent comme si en réalité c'est avec les émotions qu'il faut faire le jeu. Vous imaginez les gens en plein processus électoral, il y a eu des démissionnaires du parti LD qui ont été repêchés. Et ce qui est terrible dedans, c'est que Patrice Talon ne l'a pas caché. Il a annoncé que lui va user de sa position pour demander aux formations politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle de les récupérer, de voir ce qu'il faut faire d'eux. Ils ont été récupérés et ils ont servi à battre la formation politique qu'ils ont désertée. Ils ont servi à les battre dans les fiefs sur des terrains où ils avaient le contrôle par le passé. C'est une leçon. C'est une leçon d'humilité, c'est une leçon. Quels que soient les commentaires que les uns et les autres font, le jeu qui est en train de se fait entre Béninois. Donc, les sensibilités personnelles, les émotions, je pense qu'à un moment donné, il faut faire avec la réalité du terrain. Et la réalité aujourd'hui, celui qui officiellement se réclame de l'opposition politique, qui prend la parole et qui prend la place pour l'opposition politique dans la seule chose qu'il reste comme élection à venir en 2026, c'est-à-dire l'élection présidentielle, c'est Paul Houmpé. Je pense qu'il faut réussir à se dépasser. Et Paul Houmpé, s'il était aussi mauvais que soi, c'est sous Boni Yayi, par exemple, le président du parti Les Démocrates, plus grande formation politique, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, parce que c'était eux qui étaient à l'Assemblée nationale avant peut-être les débâcles de la dernière fois. Et donc, c'est sous Boni Yayi que Paul Houmpé a été maire d'une commune au Bénin. Donc, il a déjà enlevé un mandat électif. C'est sous Boni Yayi que Paul Houmpé a été fait ministre. S'il est aussi infréquentable, s'il est aussi mauvais, pour que, même si en tant que Béninois, on puisse le fuir et le rejeter à ce point, mais à un moment donné, il a quand même servi. Boni Yayi, je pense qu'il faut... Je ne demande pas à Boni Yayi, bien sûr, malheureusement j'ai appelé son nom, mais je pense que les acteurs politiques, surtout ceux qui se réclament de l'opposition, ils doivent revoir leur façon de fonctionner. Ils doivent revoir leur stratégie. Parce que eux tous ont fait exactement ce que Paul Houmpé est en train de faire. C'est juste qu'on a décidé de s'attaquer à son image, de s'attaquer à son parti, d'orienter toute la cabale et la communication contre lui, de le mettre un tout petit peu comme à l'écart. Sinon, eux tous, ils ont fait la même chose. Les démocrates, avec les lois contestées de Patrice Talon, ils ont voulu aller à toutes les élections. Et ça ne leur a pas réussi. Donc ce n'est pas comme si Paul Houmpé était en train de faire quelque chose qu'eux-mêmes ils n'ont pas eu à faire, par exemple. Et alors, donc je pense que c'est toute la classe de l'opposition que j'accuse par rapport à ce constat-là, bien sûr que les confrères y posent. Mais non, oui, les mouvements de soutien, il n'y a que chez Wada et qu'il faut aller. Parce que c'est là que c'est structuré, c'est là que c'est organisé, c'est là que ça parle bien, c'est là que ça communique bien. Et c'est là qu'on sent quand même qu'il
il y a la chance et la possibilité que, effectivement, le monsieur puisse remplir, le monsieur puisse prendre le pouvoir. Et donc, les uns et les autres sont en train de se positionner. Ce n'est pas qu'ils aiment mieux que quelqu'un, Wada dans la République. Non, c'est juste des acteurs politiques qui sont en train de se positionner pour éventuellement... politiques. Voilà, c'est des calculs, c'est tout simplement des calculs. Alors, Henri Yambodé, quel risque comporte une élection prévue comme peu compétitive aujourd'hui? Non, la compétition est là. La compétition est là, c'est pas parce que les mouvements de soutien sont en faveur de... La compétition est où? Oui, mais elle a des peu compétitives. Ok. Mais il faut comprendre qu'il y a la compétition parce que la FCB va chercher à afficher, donc, à crédibiliser donc, son identité politique. Parce qu'aujourd'hui, oui, je suis peut-être d'accord avec Moïse, mais à un point donné, il essaie donc de sauver donc, la face de Paul Longpère, qui a joué un rôle. Donc, Paul Longpère a besoin d'abord de crédibiliser donc, son identité politique. Est-ce qu'il est l'opposition affirmée ou modérée, ou bien il est un acteur qui joue donc, le second rôle. Et donc, sur ce coup-là, il a besoin de travailler pour ramener vers lui un certain nombre de courants politiques. Là où surtout la compétition, c'est que Paul Longpère doit relever le défi. Parce que pour les élections couplées, on a vu le score qu'il a fait. Et donc, pour la présidentielle, forcément, il doit au moins remonter la pente pour prouver que, à part les élections, je n'ai pas eu de grand-chose pour les élections couplées, mais j'ai un ancrage, j'ai un maillage territorial qui peut être au-delà de 16%, au-delà de 80%. D'accord? Quand on prend un peu FCBE, vous avez sorti, vous êtes en train de faire une consultation, mais vous n'avez pas terminé. On peut faire rallier à lui les autres formations politiques de l'opposition, relevant de l'opposition, qui n'ont pas eu la chance de se retrouver à ce niveau-là. Parce que aujourd'hui, c'est lui qui porte la voix de l'opposition, qu'on le veuille ou non. C'est pourquoi je parlais donc de son identité politique. Est-ce qu'il est de l'opposition affichée, affirmée, ou il est l'acteur secondaire? Et donc, c'est ce discours-là qui va mener pour faire rallier à lui les autres forces politiques qui sont restées et qui n'ont pas eu la chance de se retrouver à ce niveau-là. Et dès qu'il arrive à mener un beau discours qui lui permet bien sûr de se crédibiliser, vous allez voir que pour l'élection présidentielle, forcément, les gens vont se rallier à lui. Mais pourquoi pas les 16% d'LD peuvent se rallier à lui et voter pour lui, pour montrer que... Pendant que déjà les gens veulent que Guy Mitokper se rallie à la mouvance présidentielle également, vous parlez encore des 16%. Si Guy Mitokper se rallie déjà à la mouvance présidentielle, il y aura plus de 16% parce qu'il y va avec... ah non, oui. Tous ces militants. Vous voulez dire que... Tous ces militants. Non, pour les quelques-uns qui restent encore et qui portent le parti de l'opposition LD, bon, non, c'est pourquoi je parlais donc du discours soutenu. Si on peut arriver donc à faire, il a cité l'exemple de ce qu'il a fait mandat électif, il a été maire, oui, il a été ministre, ça ne suffit pas. Mais aujourd'hui, il faut un discours soutenu, un discours qui permet de montrer aux gens qu'en réalité, oui, je suis de l'opposition, mais l'opposition affirmée. Et voici ce que je propose. C'est vrai que si vous lisez un peu les choses, il y a qu'ils ont commencé par faire un travail de concertation depuis un fort moment, en envoyant donc sur les réseaux sociaux quelques griefs contre le gouvernement en place pour dire, par exemple, ce système-là a fait qu'il n'y a pas de l'opposition à l'Assemblée nationale et tout le reste. Mais c'est tard. C'est aujourd'hui qu'on se dit que c'est aujourd'hui que Paul Longpère se lève pour le dire. Il aurait commencé à faire ce travail-là depuis les élections, avant les élections couplées, et qu'aujourd'hui, les gens vont commencer par comprendre, par dire, attention, Paul Longpère, c'est parce qu'on dit de lui, hein, il a forcément quelque chose à vendre, il faut donc qu'on le soutienne. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure du soutien de Fred Kwenou. Fred Kwenou lui apporte le soutien. Et donc, la compétition, Paul Longpère a
forcément envie de réorganiser donc, le jeu politique en faisant rallier à lui certains acteurs qui sont indécis, qui peut-être se disent que le jeu est plié. Mais si le jeu est plié, il faut quand même faire le jeu et faire la compétition pour demain avoir peut-être de mots à dire sur la scène politique. Voilà. Alors, Moïse, nous avions la même question pour vous. Quel risque comporte une élection prévue comme peu compétitive? Oui, c'est dommage. C'est dommage. Il faut. Je pense que un analyste et vraiment un observateur, on ne peut pas admettre qu'il y ait une élection peu compétitive. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous êtes rendu compte certainement. Je me suis lancé dans une consultation gratuite pour l'ensemble de l'opposition politique et pour le parti FCBE. Par exemple, je n'étais pas obligé de réfléchir dans ce sens-là, mais c'est que en observateur et en réfléchissant, je me dis aussi que surtout une partie de la classe politique passe le temps à être dans les émotions et à ne pas être dans le réalisme. Le réalisme aujourd'hui, c'est la carte qui nous reste là. Jouons cette carte-là à fond et jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Je fais partie, ici sur ce plateau, on a reproché, on ne va pas passer tout le temps à reprocher les mêmes choses. On a reproché à Paul Roumpé, à son équipe, leur léthargie, leur silence. Moi, par exemple, j'ai dénoncé plusieurs fois que tout au moins sur le débat sur la révision de la Constitution dans ce pays, on a entendu même les personnes qui ne sont pas à la tête de formation politique se prononcer. Mais on n'a pas lu quelque part quelle était la position, par exemple, de la force Corée pour un Bénin émergent, de la FCBE. J'ai dit ça quelque part ici. Mais à un moment donné, quand on a fini de dire tout ça, quand on a fini de leur reprocher leur silence, quand on a fini de leur reprocher leur stratégie qui ne paye pas, qui ne permet pas de comprendre qu'effectivement, ils s'affirment comme parti politique et parti politique de l'opposition. Quand on a fini de dire tout ça, il faut regarder, il y a au sein de cette opposition politique, il y a plus âgés, il y a plus expérimentés que Paul Roumpé, par exemple, et ils ont la capacité d'user de. Vous imaginez que la mouvance aussi pourrait être organisée comme cela s'il n'y a pas quelqu'un comme Patrice Talon pour organiser, pour savoir encadrer, pour recadrer, pour mettre les garde-fous. Non, on connaît ce que notre classe... C'est pourquoi quand les gens disent nous sommes de l'opposition, c'est nous l'opposition réelle, nous l'opposition... On se connaît. Mais quand l'élection, il est arrivé maintenant le moment de constituer les dossiers pour aller aux élections. Les gens qui se sont comportés en opposant radical, ou bien en opposant radicaux, pardon, depuis 2023, qui sont partis sur cette base à l'Assemblée nationale, qui ont pu convaincre des électeurs pour aller à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment ils se sont comportés pour aller au moment de constituer les dossiers maintenant pour aller aux élections. Opposition là, c'est eux qui se sont repositionnés, qui sont maintenant sur les... Il y en a même qui refusent qu'on les traite de transfuges. Alors que ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'une expression, et le mot, c'est le mot. C'est ça qu'elle avait été, ils le sont. Vous voyez, vous regardez, c'est ceux qui se sont présentés comme opposants, ça, en réalité. Donc quand les gens commencent pas à dire, c'est nous la vraie opposition, à quel moment vous savez qui est la vraie opposition? Si au moment d'aller à une élection présidentielle, une seule personne peut se lever et dire, moi je confisque mon parrainage et j'empêche toute la formation politique d'aller à l'élection parce que je ne suis pas d'accord. Vous voyez, vous imaginez, en fait, en réalité, quand vous regardez dans le fonctionnement, c'est les acteurs politiques, vous allez excuser le terme, ils bavardent simplement et ils mènent tout le monde en bateau. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, mais l'opposition politique doit, dans une certaine symbiose, il doit en avoir de sages parmi eux qui réussissent en réalité à leur faire dépasser les questions d'ego, les questions d'intérêt, les questions de calcul personnel. Il n'y a pas plus béninois que béninois. Et avec tout ce qu'on voit, l'étalage de tout ce qu'on regarde, il n'y a pas plus opposant qu'opposant quelque part. On a déjà reproché à Paul Roumpé son fonctionnement. Donc on ne va pas rester dans tout ça. Je pense que le réalisme aujourd'hui, c'est ce réalisme-là qui a manqué au LD et ils ne sont pas allés à l'Assemblée nationale. S'ils avaient été réalistes et qu'ils avaient composé avec le terrain et qu'ils avaient fait les accords de gouvernance parlementaire, comme la loi leur donnait la brèche là pour pouvoir... Regardez, aujourd'hui, ils auraient eu quelques députés tout au moins. Et ça allait maintenir le parti en réalité à flot pour les 7 prochaines années. Mais regardez comment ils se sont comportés. Donc les calculs personnels, l'incapacité à avoir tout au moins quelques sages, quelques leaders capables de réfléchir au-delà de quelques personnes et au-delà des intérêts personnels est en train de plomber toute l'opposition politique.
Ils seront en train de dire c'est Paul Lompe, alors qu'en réalité, c'est eux tous en réalité qui sont en train d'être bien sûr comme cela. Ils avaient une porte de sortie. Mais est-ce que ces soutiens publics sont-ils toujours représentatifs du soutien On a déjà dit que c'est des opportunistes, c'est clair. C'est des opportunistes, il n'y a pas à aller chercher, c'est des opportunistes. Wadaï aujourd'hui n'a pas besoin que les gens viennent dire je soutiens, je ne soutiens pas. Wadaï n'en a pas besoin et tout le monde le sait. Nous le savons tous en tant que Béninois. Il n'y a pas de dire je soutiens Wadaï, je soutiens Wadaï. C'est juste des calculs. Si éventuellement on peut me voir, si éventuellement on peut se souvenir de moi. C'est les calculs, quoi. Heureusement que nous avons des gens qui sont quand même très Alors, comment l'opinion publique aujourd'hui perçoit tout ceci? Ouais, l'opinion politique est désabusée, il faut avoir le courage de le dire, et perdu surtout une bonne partie de l'opposition. Il faut dire, les Béninois, ils sont d'accord avec la gouvernance Patrice Talon, hein. C'est clair, hein. Ça s'exprime dans les urnes, donc on n'a pas de débat là-dessus. Par contre, il y a une bonne partie quand même qui est désabusée, parce que ceux qui viennent proposer autre chose, et qui vont se comporter autrement, ils drainent avec tout un lot de personnes qu'ils amènent à l'abattoir quand même. Donc l'opinion publique, c'est bien sûr une bonne partie de l'opinion est désabusée et on l'entend, on perçoit cela. Et donc en réalité, c'est l'opposition politique qui n'arrive pas à s'organiser. C'est toute l'opposition politique qui n'arrive pas à s'organiser. Et c'est le drame en réalité qui est en train de plomber tout le fonctionnement aujourd'hui. Oui, l'enjeu, je voulais ajouter quelque chose à ce que disait Moïse. Allez-y. Et il faut dire que l'opposition avait raté donc une bonne opportunité de se réunir et de faire le travail. C'était quand ils ont mis en place le cadre de concertation des forces de l'opposition. C'était une plateforme qui pouvait faire tanguer la bague rupture. Parce que si vraiment ils arrivaient donc à mettre de côté leur ego, à travailler dans l'unicité de leur force, ils pouvaient faire tanguer la bague talon. Mais, bizarrement, les intérêts personnels, parce que d'abord, il faut rappeler que quand ce cadre a été mis en place, oui, il y a des revendications qui ont été portées par ce cadre-là. Mais on était là quand EDA sort donc pour dire qu'il est candidat. Alors que ce cadre-là était formalisé pour travailler pour l'émergence, pour qu'il y ait une seule voix au niveau donc de l'opposition. Paul Eda donc sort et dit qu'il est candidat. Et donc Daniel Eda sort pour dire qu'il est candidat. Et ça crée une fissure donc au niveau de cette plateforme-là. Après, c'est que Paul Lompe, qui a été convié plusieurs fois pour parler de parce que c'est ça également ce que je voulais dire. Paul Lompe n'a pas su profiter de cette plateforme-là. Parce qu'on dit que FCBE, quand on prend FCBE, les uns, les autres, aujourd'hui jusqu'à demain, retrouve l'image de Boriyahi. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut travailler à anticiper cette image-là, mais c'est resté. Donc, ils devaient profiter, ils devaient mettre de côté leur ego pour quand même rester ensemble pour aller. Si c'était le cas aujourd'hui, on ne parlerait pas donc de l'opposition absent de l'opposition au Parlement, ni dans les sens. C'est vrai qu'il y a eu des jeux. C'est pourquoi je parlais donc de l'identité, bien évidemment, de Paul Lompe. L'identité politique de Paul Lompe. Il doit chercher donc à crédibiliser donc son identité aujourd'hui, changer le discours. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est que travailler, parce que votre question précédente, qui parle donc de peu compétitive, c'est que il y a le risque de la faible participation des électeurs à l'élection présidentielle. Parce que vous savez, quand ce qui le crédibilise par forcément le candidat qui sera élu. Et donc, c'est un risque. Le risque aujourd'hui, c'est ça également. Donc, il faut travailler à ce que les citoyens se disent, attention, même si le jeu est là, il faut qu'on aille voter, il faut qu'on relève le taux de participation. Si on se retrouve avec un taux de participation avoisinant 12%, ça ne crédibilise pas l'élection. Donc, c'est ce risque-là. Parce que les uns les autres, pour Paul Lompe, c'est que Paul Lompe fait le jeu de second acteur. Alors qu'il faut travailler à cela. L'enjeu, c'est également ça. Il faut travailler à ce que on se dise que les citoyens se disent que, attention, l'élection qui vient là, l'élection présidentielle qui vient là, c'est une élection à grands enjeux. Il faut qu'on travaille. Et Paul Lompe a le devoir de travailler pour relever la pente également.
Deuxième sujet, acceptation de passage des camions remplis de vivres. Talent permet aux Nigériens de passer un bon moment de Ramadan. C'est une information relayée ce matin par le quotidien Le Béninois Libéré. Alors, votre lecture avec tout ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, comment pourrait-on comprendre cette décision de la part du président Patrice Talon? Patrice Talon, finalement, un homme de cœur, finalement. Non, mais Patrice Talon, il a l'habitude de faire les choses avec un peu plus de hauteur d'esprit. Même, vous voyez, on a dit ça pour les acteurs politiques chez nous, même en interne tout à l'heure. Vous avez vu, certaines personnes sont parties. Et comme ils sont dans une disposition d'esprit de construction, surtout, il n'a pas eu du mal, par exemple, à comprendre que il faut les repêcher, il faut les repositionner. Après tout, c'est des Béninois, il n'y a pas à se lancer dans. C'est la même chose ici également. Patrice Talon n'est pas dans les querelles de quartier, les querelles de caniveau, les fausses communications pour manipuler, pour haranguer sa population et se maintenir au pouvoir. Vous voyez, parce qu'en réalité, ce qui se passe dans l'AES, c'est devenu quand même plus clair pour tous ceux qui, au départ, pouvaient peut-être être dans le doute. C'est que les types, ils ont juste trouvé une opportunité de prendre le pouvoir et ils cherchent un moyen de garder le plus longtemps possible le pouvoir. Tout le reste qu'ils disent là, c'est des discours. Dans la réalité des choses, c'est-à-dire la France, en fait, vous ne quittez pas un maître pour un autre pour dire que vous êtes en train de vous libérer. Vous en prenez à la France et vous composez avec la Russie. La France et la Russie, c'est beaucoup plus proche. Ils sont beaucoup plus proches que le Niger et la France, que le Mali et la France, que le Burkina et la France. Et donc, en réalité, c'est des types qui n'ont pas envie d'abandonner le pouvoir, qui essayent chaque fois de trouver de boucs émissaires. Et comme ça marche, comme la propagande a pris et que beaucoup de gens sont sûrs, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses aux vrais enjeux, ils sont là à applaudir, à accepter tout ce qu'on leur raconte. À partir du moment où on dit on est contre la France, donc ils acceptent. Donc Patrice Talon, il n'est pas dans les petits débats de rue. Là. Mais Moïse, concrètement, est-ce un geste isolé ou un acte humanitaire? C'est un acte normal. C'est-à-dire que Patrice Talon n'est pas... C'est ça que je vous dis, c'est tout à fait normal. C'est le cœur et c'est la personne de Patrice Talon qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que lui, il sait qu'en réalité, on n'est pas des petits débats, on n'est pas dans les... Patrice Talon n'a pas en réalité à manipuler, par exemple, son peuple parce qu'il a envie de s'éterniser au pouvoir. D'ailleurs, il n'est même plus candidat chez lui. Et donc, n'oubliez pas sa position a été claire. Je préfère des élections. On peut dire tout ce que l'on veut, mais je préfère qu'on tienne des élections que l'on prenne le pouvoir par les armes. Il a été clair, quand ce monsieur est arrivé au pouvoir au Niger par les armes, il faisait partie de ceux qui ont dit « ça ne peut pas se passer comme cela, je n'admets pas ça, moi je suis démocrate, je préfère que quel que soit ce que l'on dit, que l'on puisse passer par les urnes pour prendre le pouvoir ». Et donc, en réalité, c'est pas question de geste de cœur, c'est juste que c'est un dirigeant et il dirige suivant ce qu'il faut faire. Il ne faut pas priver tout un peuple de nourriture parce que, oui, il y a quelques individus qui sont arrivés au pouvoir, qui n'ont pas envie de laisser le pouvoir et qui essayent d'utiliser les mots qui haranguent les foules pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est tout à fait normal, c'est vraiment très élégant, c'est vraiment naturel également que cela puisse se faire. Si les acteurs de Niamey, par rapport au pipeline, ça passe quand même. Il y a eu quand même des discussions. Au début, ça avait failli coincer, mais il y a eu des discussions, c'est passé. La même chose ici. S'ils viennent discuter avec Patrice Talon, c'est eux qui ont fermé les frontières en plus. Ce n'est pas Patrice Talon qui a fermé les frontières. C'est du côté du Niger qui a le blocage, bien sûr. C'est du côté du Niger. Non, premièrement, on a été les premiers. Oui, on a été les premiers, mais le temps a fait son œuvre. On devrait passer à autre chose. C'est le Niger qui refuse en réalité. Le Bénin n'a pas voulu traîner dans cette affaire-là. Une décision qui traduit un geste humanitaire ou diplomatique ou encore simplement stratégique de la part du président Patrice Talon? Ça fait trois volets. Ouais. Trois volets, oui. Stratégique, oui. Diplomatique, oui. Ou simplement humanitaire. En pensant au peuple nigérien. En pensant au peuple nigérien, oui. On peut dire également que c'est humanitaire. Mais il faut reconnaître que Tiani, en accusant le Bénin, l'autre fois,
après les attaques de l'aéroport, ne pensait pas que de sitôt son pays allait besoin de l'abbé béninoise pour escorter, donc pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, il doit se demander, mais est-ce que je n'attaque pas le Bénin par pur plaisir de le faire? Ou bien je n'attaque pas le Bénin parce que je dois montrer à mes nouveaux partenaires que le Bénin il fait partie donc de ces pays-là qui me dérangent. Du côté de Patrice Talon n'a pas, je pense que Patrice Talon n'a pas à comporter, à organiser des représailles pour déstabiliser le Niger, pour gagner quoi. Il a toujours dit, et je l'ai suivi lors d'une conférence de presse, il disait que le peuple du Niger et celui du Bénin sont des peuples frères, et donc il faut travailler à ce que ces peuples-là se retrouvent. Et il a dit très souvent que le Bénin, on désire le Bénin comme le salon et le Niger comme la chambre à coucher. Et donc, ils sont liés, les deux pays sont liés. Seulement que vous évoquiez un fait tout à l'heure, oui, et Moïse vous disait que c'est le temps a fait son œuvre. En fait, quand vous êtes dans une organisation, il y a la discipline du groupe qui prime à des moments donnés. Et donc, par rapport à cette discipline du groupe, on ne va pas revenir en arrière, mais on s'est expliqué en son temps. Aujourd'hui, après, on a annoncé qu'on faisait, comme on appelle, on a une base arrière pour déstabiliser le Niger. On n'a pas eu, jusqu'à aujourd'hui, ces bases-là, l'existence de ces bases-là, parce que quand on parle de base militaire, on sait ce que ça représente. Et aujourd'hui, Tiani est confronté à une situation. C'est que les faits que vous évoquez là, le met même en difficulté. Ce fait-là le met en difficulté parce que lui, il accuse le président. Voilà que les dirigeants, quelques responsables de son pays, avec son notion, sollicitent l'abbé béninoise pour faire l'escorte. C'est-à-dire qu'il doit réfléchir 2 fois avant de parler désormais du Bénin. Alors, quels sont les messages ou quel est le message principal au plan politique que le Bénin envoie au Niger à travers cette C'est toujours la main autorisation? tendue. Le Bénin est toujours disposé. Le Bénin comprend surtout que le Niger que les deux pays ne peuvent pas ne pas s'entendre. Le Bénin comprend cette réalité-là. Le Bénin sait que ces deux pays frères, ces deux pays dont les destins sont liés et qu'ils ne peuvent pas ne pas s'entendre. Le Bénin comprend également que surtout l'acte public et la parole publique sont d'une certaine importance, sont d'un certain niveau qu'on ne peut pas permettre à ce que cela puisse traîner. Et bien sûr, comment cela va traîner dans les rues. On ne peut pas amener le débat public à ce niveau-là. On ne peut pas descendre le débat public jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand une autorité publique prend la parole pour s'exprimer à la télévision, devant caméra et micro, et dire, citer directement comme ça, sans la possibilité d'apporter la moindre, c'était même à chaud. À chaud, oui. Voilà, à chaud, sans la possibilité d'en apporter une petite, ou tout au moins la moindre preuve. Vous voyez, ce n'est pas du tout agréable à voir. Et c'est la première autorité d'un pays en réalité. C'est-à-dire le discours public, le discours politique se fait avec la manière, avec de la méthode. Il y a un peu de finesse dedans. On peut parfois passer certaines informations avec de la manière. Et donc, c'est ce qui manque à ça. Maintenant, en réalité, ils n'ont pas appris à faire ce qu'ils sont en train de faire aussi, il faut le savoir, c'est des militaires. C'est des militaires. Voilà, ils n'ont pas appris à faire. Mais non, quand vous acceptez donc d'occuper... Au sein de l'armée qu'on dit qu'on ne communique pas n'importe comment. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Donc, ils n'ont pas appris à faire. Ils ont appris peut-être à manier les armes. Oui, mais non, je suis d'accord. Au sein de l'armée, on dit... on ne communique pas n'importe comment. Avant de communiquer, ils devaient s'assurer que... Oui, on ne communique pas n'importe comment. Voilà qu'ils sont arrivés dans des fonctions où ils doivent prendre la parole. Donc, ils ont des difficultés. Il faut se préparer. Oui, je ne suis pas contre vous. Je suis en train d'arriver vers vous, justement. Je dis qu'en réalité, c'est la grande muette, on a l'habitude de les appeler. Oui. Et ils n'ont pas été faits pour diriger.
Maintenant, vous ne pouvez pas diriger un pays et ne pas devoir prendre la parole. Il y a des situations qui arrivent où vous êtes contraint de prendre la parole. Voilà que la grande muette qui est sortie des casernes est obligée de venir s'exprimer sur le terrain politique. Vous voyez, donc, et ils ne se sont pas préparés. Parce que on a suivi très bien comment ils sont arrivés au pouvoir. C'est des querelles d'humeur, c'est sur des sauts d'humeur que, bon, comme ils ont les armes, ça leur a donné un peu plus de muscles pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est comme ça ils ont récupéré le pouvoir. Donc, ce n'est pas comme si c'était préparé véritablement pour le job. Et donc, ils se sont retrouvés à la tête d'un pays où ils sont maintenant en phase avec les contraintes, les réalités liées, bien sûr, à la gestion d'un pouvoir politique. Et là, ça va dans tous les sens. C'est carrément de la navigation à vue. Ce qu'ils sont en train de créer, de causer pour ces pays-là, les ressortissants, l'élite comprend. Je sais que l'élite comprend. C'est la masse, parfois mal instruite, bien sûr, avec tous les autres fléaux, vous voyez, la sous-alimentation, sous les secteurs de santé qui ne sont pas en conséquence bien gagnés. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement de la pauvreté ambiante, etc. Ça fait que c'est facile de trouver le discours qui emballe, mais l'élite comprend. Les problèmes qu'ils sont en train de créer à ces pays-là, ils vont mettre beaucoup d'années à pouvoir rattraper le retard et combler le gap parce que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer dans ces pays-là. Oui, quand il a pris le pouvoir, quel était le discours qu'il a lancé? Parce que la sécurité n'est pas au point, il a cité un certain nombre de choses. Aujourd'hui, comme vous observez, depuis son accession donc, au pouvoir, quelles sont les statistiques qu'on peut évoquer aujourd'hui en termes d'attaque? Et quand très souvent, je pense que dans le lot de l'AS, il est le premier, très souvent le premier à trouver des boucs émissaires. Très souvent, c'est le président Patrice Talon, le président de la Côte d'Ivoire et Macron. Oui, chaque pays est souverain de choisir ses partenaires. Ce n'est pas parce que vous êtes la S aujourd'hui et que vous avez choisi de faire avec la Russie que le Bénin, parce que le Bénin est à côté de vous, que le Bénin doit faire avec la Russie. Il faut arriver à comprendre cela. Et très souvent, moi j'ai mal très souvent de voir des compatriotes qui se rallient à cette cause de Tiani et lance des diatribes donc sur leur propre pays. C'est difficile à comprendre. Alors, de toute façon, aujourd'hui... Cette décision, cette mesure peut-elle impacter les relations entre les deux pays? Moi, je suis tenté de dire que en le faisant, le Bénin continue toujours donc d'avoir la main tendue. La main tendue. Parce que vous savez quoi? Oui, c'est vrai que la fermeture de la frontière, ça impacte les deux pays, mais plus le Niger. Aujourd'hui, on cherche donc des voies et moyens pour, comment dire, chercher d'autres voies pour contourner. Mais ça impacte plus les transporteurs nigériens que les transporteurs béninois. Et donc, ce geste-là, forcément, ça montre à la face du monde que le Bénin, malgré tout ce que le président Tiani dit de lui, le Bénin reste toujours un bon frère au peuple du Niger. Et si demain, le Niger décide d'ouvrir les frontières, il va le faire. Mais c'est un geste qu'il faut saluer. Et c'est déjà que le président Patrice Talon ne peut pas, être sponsor d'une attaque qui va engranger des dizaines de morts. Voilà ce que je peux dire. Moïse Novignon, cette mesure peut-elle impacter les relations actuelles? Oui, bon, si bien sûr, si du côté de Niamey, on revient à la raison, si du côté de Niamey, on comprend la réalité, parce que là, tout au moins, vous voyez, c'est 2000 camions, peut-être qu'on n'est pas venu sur ces 2000 camions qui sont en train d'être escortés là, et c'est des vivres qui sont en train de partir. Vous voyez, c'est une population en grande difficulté, c'est surtout une forte communauté musulmane. On est à l'approche du Ramadan, vous voyez, c'est de la joie en réalité que le Bénin permet au peuple nigérien de retrouver, parce que les boutiques et les magasins vont être fournis en alimentation, en produits alimentaires. Et donc, les uns et les autres vont pouvoir tout au moins passer un bon mois de Ramadan. Je peux même dire que c'est un soutien éminemment spirituel
pour le peuple nigérien dans cette épreuve, dans cette situation. Nous, en réalité, on a déjà dépassé les petits calculs. Le problème, ce n'est même pas le peuple nigérien, c'est les autorités, en guillemets, ceux qui sont à la tête du pays en ce moment, qui n'arrivent pas à mettre en réalité leur ego et leur personne de côté. Et on les comprend, hein. Il faut qu'ils trouvent un moyen de rester le plus longtemps au pouvoir. Et donc on les comprend. Et qui sont en train de manipuler, bien sûr, la grande masse avec des discours populistes pour pouvoir troubler, masquer leur jeu. Donc je pense que si les autorités du Niger reviennent à la raison, s'ils retrouvent un peu de lucidité et qu'ils comprennent qu'on peut faire les choses autrement, je pense que ça va mieux fonctionner. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a le Burkina Faso, il y a le Mali également qui est quand même dans la même situation que le Niger. Mais ce sont des pays qui, en dehors du Niger, du Burkina Faso, quelquefois, qui communiquent mieux quand même et qui ne s'emportent pas, qui ne se laissent pas aller à des déclarations inutiles, futiles, qui mettent quand même très, très à mal les rapports entre pays. Il faut privilégier la démocratie en toutes circonstances. Il y a un texte de l'ancien dirigeant du pays, Séni Kounché, je pense, qui circule abondamment ces quelques jours-là, et qui faisait allusion à un voyage, à un déplacement qu'il aurait eu au moment où le général Mathieu Kérékou était bien sûr au pouvoir sous la révolution, qu'il serait venu en visite d'amitié ici, pour montrer que même si le Niger a des portes de sortie, c'est quand même beaucoup plus facile de composer avec le Bénin. Et ne l'oubliez pas, c'est difficile pour le Niger en réalité de s'en sortir parce que les autres régions par lesquelles le Nigeria est en difficulté avec Boko Haram aux grandes frontières avec le Niger. Et c'est difficile également pour le Burkina Faso qui n'a pas accès à la mer comme le Niger. Ouais, c'est difficile pour ces pays-là de pouvoir, même s'ils veulent passer par le Togo, il y a également des complications sur l'itinéraire parce que le Togo, il faut passer à un moment donné sur une partie du territoire du Burkina Faso et tout ce qu'il y a comme insécurité. C'est beaucoup plus facile en réalité de composer avec le Bénin. Donc dans la réalité, ils doivent venir, puis je pense qu'ils doivent tenir un discours beaucoup plus conciliant, beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de fraternité pour qu'ils puissent soulager le peuple. Parce que après tout, avant et après tout, quand on est dirigeant, c'est pour soulager les peines des peuples, ce n'est pas pour en rajouter. Donc que les calculs personnels puissent passer après et que, évidemment, ils puissent revenir à la raison. Nous, le Bénin a toujours les mêmes. Merci Moïse Novignon, merci Henri Nyambodé.